Bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire sur la thématique des fourrages, qui fait suite à une campagne d'échantillonnage donc en ferme. On est venu dans une quinzaine de fermes du réseau Terrae faire des analyses de fourrage, et ici je vais vous présenter les résultats. Mais avant cela, on va faire un rappel des notions théoriques du système alimentaire. Donc à quoi correspondent les VEM, les DVE, les EOB. Donc pour interpréter une analyse de fourrage, ces valeurs-là sont importantes à comprendre, donc on va faire un petit rappel là-dessus. Ensuite, on va passer en revue tous les paramètres qui sont affichés sur l'analyse de fourrage. On va les décortiquer ensemble. Enfin, on va passer à l'analyse des résultats de vos fourrages et on va les comparer avec les besoins des animaux, par exemple des vaches laitières ou des vaches allaitantes. Et enfin, je vous laisserai la parole, donc je laisserai la parole à certains agriculteurs pour qu'ils nous partagent leurs pratiques afin d'améliorer la qualité de leur fourrage. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Je n'ai pas de retour. Vous pouvez, vous pouvez poser vos questions dans le chat, sans problème, j'y répondrai. Alors voilà, on va commencer avec la première partie de l'exposé, donc rappel des notions du système alimentaire. Pour commencer, nourrir un ruminant, c'est alimenter correctement son rumen. Alors le rumen, c'est vraiment un écosystème à part entière où vivent des bactéries, des champignons et des protozoaires. Donc c'est vraiment des êtres vivants qui vivent en symbiose avec le ruminant et qui vont lui apporter de l'énergie et des protéines. Je vais expliquer ça au cours de ma présentation. On a d'abord les bactéries, environ 10 milliards par millilitre de jus de rumen. On peut classer en 3 groupes principaux. On a les bactéries cellulolytiques qui vont digérer la cellulose des fourrages via une enzyme qui s'appelle la cellulase. On a les bactéries amylolytiques qui vont digérer l'amidon des rations en acide propionique. Et enfin, on a les bactéries butériques qui vont s'occuper de la dégradation des sucres. Alors, petite parenthèse, ici j'ai mis une vache dans mon dessin, mais c'est valable aussi pour les moutons et les chèvres. Ensuite, on a les protozoaires, qui sont moins nombreux, mais qui sont de plus grosse taille. Donc ça représente à peu près 50% de la biomasse microbienne du rumen. Leur rôle, c'est d'ingérer à la fois des particules alimentaires, mais également des bactéries. Donc ils se nourrissent aussi des bactéries qui se développent dans le rumen. Et enfin, on a des champignons, qui sont surtout présents dans les rations à base de fourrage. Leur rôle, c'est de dégrader la cellulose. Dans ces 3 grands groupes, les bactéries sont indispensables à la survie des ruminants. Les protozoaires, parfois sont absents, dans des rations très riches en concentrés et les champignons sont généralement toujours présents. Alors, quels sont les besoins de cette flore du rumen? Premièrement, conditions de vie stables. Le rumen déteste les perturbations, donc il doit se situer, à un niveau de pH relativement neutre, entre 6 et 7. La température est élevée, c'est logique vu que c'est un fermenteur qui dégage de la chaleur, on a une température plus élevée que la température de l'animal. On a une absence d'oxygène et il faut absolument une ration à peu près constante. Donc il faut absolument éviter les transitions trop brusques d'un fourrage à l'autre, surtout quand ils sont fort différents. Et il faut garder en tête que l'adaptation des bactéries, des champignons et des protozoaires à un nouveau fourrage va prendre environ 3 semaines. Donc c'est 3 semaines où il faut essayer d'adoucir le plus possible les transitions en mélangeant 2 fourrages par exemple, avant de passer à une coupe suivante. Alors les autres besoins de la flore du rumen, c'est de l'énergie fermentescible et des protéines dégradables. L'énergie fermentescible, on va la trouver sous forme de sucre soluble, d'amidon, de cellulose, d'hémicellulose et de pectine. Donc la cellulose, l'hémicellulose, ce sont les fibres. Pour les protéines dégradables, je vais y venir après avec la notion d'OEB. L'OEB, c'est une valeur que vous pouvez observer sur votre analyse de fourrage, correspond à l'acronyme de Unbeständig Eiwit Balance, donc qui est la traduction
néerlandaise de balance des protéines dégradables. Donc ici, j'ai schématisé une balance où vous avez à votre gauche l'énergie fermentescible disponible dans la ration et la quantité de protéines dégradables qu'il y a dans votre ration. Si on a un équilibre entre l'énergie et les protéines, on a un OEB équivalent à 0. Donc ça, c'est l'objectif qu'on veut atteindre dans des rations pour des vaches plutôt allaitantes. En vache laitière, on vise d'être un peu excédentaire en protéines. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, on peut avoir un autre cas de figure avec une ration excédentaire en protéines dégradables. Ici, on voit bien que la balance est déséquilibrée et on a un OEB positif. Donc, excès de protéines dégradables correspond à un OEB positif. Et cet autre cas de figure où on a un déficit de protéines dégradables qui correspond à un OEB négatif. Alors, pour schématiser un peu tout ça, je vais prendre l'exemple d'une ration excédentaire en protéines dégradables. Donc, on a un OEB positif. Ici, dans le cadre à gauche, on voit dans la ration qu'il y a 2 fois plus d'énergie, de protéines dégradables que d'énergie. On va voir ce qui se passe dans le rumen. Cette énergie et cette protéine dégradable va être utilisée par les bactéries du rumen pour fabriquer leurs propres protéines. C'est ce qu'on appelle la synthèse des protéines microbiennes. On remarque ici qu'il n'y a qu'une seule demi-sphère d'énergie et qu'une seule demi-sphère de protéines qui est utilisée. Elle va se retrouver dans donc cette quantité de protéines dégradables, cette quantité de protéines microbiennes va se retrouver dans l'intestin, elle va être absorbée. L'excédent de protéines dégradables va être transformé en ammoniac dans le rumen et va ensuite passer dans l'urine et le lait pour être excrété. Alors, il y a plusieurs problèmes à ce gaspillage. Premièrement, économiquement, ça a un coût, puisque donc on le sait, les matières azotées sont un facteur limitant dans nos élevages. Donc gaspiller de l'azote, c'est gaspiller de la protéine. Deuxièmement, ça a un impact sur la santé des animaux. Ça a un impact au niveau de la fertilité et des mammifères. Et troisièmement, au niveau de l'environnement. Donc on a des rejets azotés dans l'environnement qui peuvent poser problème. Alors, ici je prends un deuxième cas de figure où on a un OEB négatif. On voit qu'on a 2 fois plus d'énergie fermentescible, donc c'est les demi-sphères vertes, que d'azote dégradable. Dans le rumen, il va se passer la même chose. On va avoir une synthèse microbienne limitée. Ces bactéries vont passer dans l'intestin pour être absorbées sous forme de protéines microbiennes et l'excédent d'énergie fermentescible va se retrouver gaspillé. Alors, ce gaspillage, il va se matérialiser comment? On va retrouver des fibres dans les bouses. Donc les fibres, c'est de la cellulose, c'est de l'hémicellulose, donc c'est de l'énergie pour un ruminant. On va avoir ce gaspillage de fibres qui va entraîner des pertes d'azote endogènes. Alors, c'est quoi ces pertes d'azote endogènes? L'animal, il va investir dans la digestion des fibres, des enzymes, des sucs gastriques, qui vont lui coûter des protéines. Donc on considère que ce gaspillage de protéines vient du fait qu'on a utilisé le système digestif du ruminant avec des fibres qui se retrouvent dans les bouses. De plus, ces fibres, elles vont avoir un rôle abrasif dans le système digestif, au niveau des intestins. Donc elles vont abîmer en quelque sorte la tuyauterie du ruminant, ce qui va arracher des cellules intestinales. Donc un gaspillage de fibres, c'est aussi un gaspillage d'azote endogène. Et enfin, si le déséquilibre est en faveur d'un excès d'énergie fermentescible, on va avoir un phénomène d'acidose. Mais le plus souvent, quand on a un gaspillage d'énergie, c'est plutôt au niveau des fibres, donc c'est une mauvaise valorisation des fibres. Alors ici, je vais reprendre la digestion des glucides chez le ruminant. Alors, c'est quoi les glucides chez le ruminant? On les retrouve dans les fourrages et les concentrés, sous forme de cellulose, d'hémicellulose et d'amidon. On pourra ajouter les sucres aussi. Ces différents composants, donc riches en
en hydrate de carbone vont être transformés en glucose et ensuite en acide gras volatile. Cette transformation du glucose en acide gras volatile va être réalisée donc par les bactéries du rumen et cela va dégager à la fois de la chaleur et aussi du gaz, donc du CO2 et du méthane. Les acides gras volatiles qui vont être synthétisés par les bactéries du rumen sont le butyrate, l'acétate et le propionate. Et ces 3 acides gras volatiles constituent la principale source d'énergie pour le ruminant. Donc le ruminant, il héberge une faune et une flore dans son rumen, en échange de quoi il se nourrit des acides gras volatiles qui sont le produit terminal de la fermentation des glucides dans le rumen. Ces acides gras volatiles, donc, ils se retrouvent dans le sang de l'animal et ils constituent, avec l'amidon qui est digéré dans les intestins, 80% de la valeur VEM. La valeur VEM, je vais y venir juste après. Donc vous voyez ici dans mon petit schéma que l'amidon n'est pas 100% digéré dans le rumen, mais peut aussi être digéré dans les intestins. Et là, alors, il passera directement sous forme de glucose dans le sang. Enfin, à droite, on voit bien que tout n'est pas 100% digéré. Donc on va avoir des fibres qui vont être indigérées et de l'amidon. Alors, je vous ai parlé des VEM. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'acronyme de Voeder-Eenheid-Voormelk, qui signifie unité fourragère lait. Ça correspond à l'énergie nette potentiellement valorisable par le ruminant. Alors, pourquoi potentiellement valorisable? Parce qu'il faut pour cela que la ration soit équilibrée et que l'animal soit en capacité de la valoriser correctement. C'est-à-dire qu'il ne soit pas malade, qu'il soit logé correctement, qu'il rumine correctement. Donc on considère cette valeur réelle si toutes les conditions sont réunies pour que l'animal soit en bonne santé. Alors ça correspond à quoi? Les VEM, on a pris un aliment de référence qui est l'orge, donc c'est 1 kg brut d'orge, ça correspond à 1000 VEM ou 1 kg VEM. Et alors, pour donner un ordre d'idée, 1 litre de lait correspond à un coût de 442 VEM chez la vache laitière. Alors maintenant, je vais passer à la digestion des matières azotées chez le ruminant. Les matières azotées, donc c'est les protéines. On peut les classer en 2 catégories. On a les protéines bypass et les protéines dégradables ou matières azotées dégradables. Ici, on voit la flèche verte. Les protéines bypass, elles bypassent le rumen, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dégradées dans le rumen et elles sont absorbées dans l'intestin grêle. On les appelle donc les protéines alimentaires bypass. Et les matières azotées dégradables vont être dégradées sous forme d'ammoniac. Cet ammoniac, il sert de nourriture pour les bactéries du rumen. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de l'énergie fermentescible. Donc c'est la notion d'OEB dont je parlais tout à l'heure. L'énergie fermentescible et l'ammoniac vont être utilisés simultanément par les bactéries du rumen pour faire des protéines microbiennes. Donc ces protéines microbiennes, c'est tout simplement les tissus constitutifs des bactéries qui vont être assimilés un peu plus tard dans l'intestin grêle. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a forcément une perte d'azote. Elle peut être alimentaire, bactérienne ou endogène, selon la source d'origine. Donc là, les pertes d'azote endogènes, bah, c'est par exemple, ici on voit que j'ai tiré la flèche depuis la paroi intestinale de l'intestin grêle. Donc ce sont les cellules desquamées abîmées qui se retrouvent excrétées par l'animal. Alors tout ça, ça nous mène à une petite équation où on additionne les protéines microbiennes plus les protéines alimentaires bypass, auxquelles on retire les pertes d'azote endogènes. Et on arrive donc suite à cette équation aux protéines digestibles dans l'intestin. Si on traduit ça dans le système hollandais, donc qui est le système le plus utilisé en Belgique, on arrive au DVE. Donc DVE, c'est la traduction de protéines digestibles dans l'intestin en néerlandais.
Je vais vous passer les détails, mais comme ça, vous avez la formule et sur votre analyse de fourrage apparaissent les DVE. Alors, vous verrez aussi sur votre analyse des UFL, des PDIN, des PDIE. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais au moins, je vais quand même vous expliquer à quoi ça correspond. Donc ça correspond dans mon petit tableau en dessous aux valeurs VEM, donc les UFL correspondent aux valeurs VEM, les PDIE correspondent aux DVE, et si on fait la différence entre les PDIN et les PDIE, on a les OEB. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour ne rater aucun paramètre qui est affiché sur votre analyse, mais en général, on utilise uniquement le système hollandais. Alors, je vais passer à la deuxième partie de la présentation. On va passer en revue tous les paramètres qui sont affichés sur votre analyse de fourrage pour les interpréter. Donc ici, j'ai repris une analyse de fourrage telle qu'on vous les a envoyées. Donc vous avez un recto, un verso. Au verso, c'est la partie consacrée aux minéraux. On ne l'a pas demandé dans le cadre de cette campagne d'analyse, mais ça peut être intéressant quand on veut aller plus dans le détail. Donc ici, je vais retourner sur la partie avant du bulletin d'analyse, où je vais décortiquer ça en 3 grandes parties. La première partie, que je vais afficher ici en plus grand, correspond aux résultats matière sèche et énergie. Alors la matière sèche, elle renseigne sur le type de fourrage et c'est intéressant, c'est même la première chose que je regarde en général, pour savoir à quoi on a affaire. Est-ce que c'est du foin? Est-ce que c'est plutôt un enrubanage? Est-ce que c'est plutôt un ensilage d'herbe? Premièrement, ça correspond de voir, de comparer l'intuition qu'on avait lors de l'échantillonnage avec, la teneur en matière sèche réelle, pour voir s'il s'agit bien du bon échantillon, si le labo n'a pas fait une inversion ou si le préleveur n'a pas fait une inversion, lors de la notation du sachet. Et aussi, donc ça permet de se dire, voilà, par exemple ici, on a un enrubanage, Heu, il est à 40 de matière sèche. Bon, ça correspond plus ou moins aux classes qu'on avait en dessous, mais on pourrait très bien avoir, un enrubanage à 85 de matière sèche, donc c'est quasi du foin récolté, et emballé dans du plastique. Là, on pourrait se dire, on pourrait peut-être se passer du plastique vu qu'on est quand même à 85 de matière sèche. Le fourrage pourrait se conserver sans cette protection. Ensuite, vous avez les résultats en énergie, donc les VEM dont je vous parlais tout à l'heure. Et en dessous, les 3 valeurs, correspondent au système, d'alimentation pour les bovins en engraissement en finition, mais c'est rarement utilisé. Les UFL, donc unités fourragères lait, qui est le système français, et les UFV qui, est le système français pour les unités fourragères viande. Mais on utilise quand même généralement plutôt les VEM en Belgique. Alors, sur la colonne du milieu, vous avez une appréciation qui vous permet de vous situer par rapport à une fourchette. Cette fourchette, elle est donnée en fonction du type de fourrage qu'on a renseigné. Si on met du foin, on va avoir une fourchette différente. Si on met un ensilage d'herbe, on aura une fourchette différente, etc. À droite, vous avez la moyenne du labo. Donc, c'est la moyenne du labo pour l'année en cours. En dessous du bulletin, il est indiqué le nombre d'analyses sur lesquelles se base cette moyenne. C'est toujours intéressant de regarder. Si vous faites votre analyse le 1er janvier ou le 2 janvier, vous aurez une moyenne qui ne correspond pas à grand-chose puisque ça correspondra à 1 ou 2 jours d'échantillonnage. Alors, toujours dans les résultats énergie, on a la cellulose brute. La cellulose, on peut la décomposer en trois éléments qui sont les NDF, les ADF et les ADL. Donc j'ai un petit graphique ici qui vous montre à quoi correspondent ces dénominations. Alors l'ADL, tout en dessous en vert foncé, ça correspond à la lignine. C'est un composé de la ration qui est totalement indigeste et qui se retrouve dans des fourrages plutôt tardifs. Donc ça indique le stade de développement plutôt des plantes. Ensuite, les ADF, qui correspondent à la cellulose plus la lignine.
et les NDF qui correspondent à l'hémicellulose, la cellulose plus la lignine. Et alors on a la cellulose brute dans le cadre au-dessus, qui est le reflet du stade de développement des plantes. L'objectif pour une ration, c'est d'être au-dessus de 18 de cellulose brute. En dessous de ce niveau, on a un risque d'acidose par manque de rémination, et donc qui dit acidose dit vache malade. Alors ici, voici un petit graphique qui nous donne les tendances d'évolution de la valeur VEM et protéines en fonction de la teneur en cellulose brute. Ici, si je prends cet exemple-ci, on est à 27,7 de cellulose brute. Donc ça correspond au stade début épiaison. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais si on regarde les valeurs à droite qui correspondent à la cellulose, qu'on va entre 25 et 30 et qu'on projette vers la courbe verte, on se retrouve au stade début épiaison. Donc ça, c'est une valeur intéressante à prendre en compte pour savoir à quel type de fourrage on a affaire. Est-ce que c'est plutôt un fourrage très tardif ou est-ce que c'est un fourrage très tendre? Alors, dernier élément dans la partie énergie, ce sont les sucres. Alors, les sucres totaux, c'est une forme d'énergie qui est rapidement fermentescible. Plus on a des conditions ensoleillées lors de la récolte, plus on a des sucres dans le fourrage. Les sucres améliorent l'appétence du fourrage et donc l'ingestion, mais il faut quand même faire attention. Lorsqu'on a énormément de sucre, par exemple plus de 20, il faut faire attention donc en termes euh, d'apport de céréales. Si on a déjà pas mal de sucre, il faut éviter de rajouter de l'énergie fermentescible en quantité importante, sinon on a un risque d'acidose. Alors l'acidose, c'est vrai que je ne l'ai pas définie, mais c'est l'acidification du rumen par une accumulation d'acide lactique. Ça a pour effet de favoriser une flore microbienne acidophile, ce qui est l'inverse d'une flore qui digère la cellulose. Donc un animal qui est en acidose, c'est un animal qui va mal digérer les fibres. Entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres complications. Alors, pour les ensilages de maïs et les métayes, on a une valeur amidon qui n'est pas affichée ici dans mon tableau. Pour un ensilage de maïs, il faut essayer d'être au-dessus de 30 d'amidon. Alors, la deuxième partie du tableau correspond aux résultats protéines. La première chose qu'on voit ici, c'est les PBT, donc c'est les protéines brutes totales, qu'on peut traduire aussi, enfin, ou qu'on peut utiliser comme synonyme MAT, matière azotée totale. Donc ici, on a 162 grammes par kilo de matière sèche, ce qui correspond à 16,2%, ce qui est une bonne valeur pour un enrubanage. On voit d'ailleurs qu'on est dans la fourchette haute des appréciations et on est au-dessus de la moyenne du labo. Alors les MAD, pardon, ce sont les matières azotées digestibles. En fait, c'est l'ancêtre des DVE, donc on ne l'utilise plus aujourd'hui. On n'en tient pas vraiment compte quand on fait une ration. Ensuite, vous avez les valeurs DVE, OEB. Donc DVE, ce sont les protéines digestibles dans l'intestin. Et l'OEB, le bilan des protéines dégradables, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et enfin, les valeurs PDIA, PDIN, PDIE. Donc ça, ce sont les valeurs équivalentes, grosso modo, aux valeurs DVE, OEB, mais exprimées dans le système français. Je ne vais pas m'y attarder, sinon je risque de vous embrouiller. La dernière partie, donc, ce sont les résultats analytiques qui nous présentent la valeur de structure. Donc la valeur de structure, c'est la capacité du fourrage à faire ruminer l'animal. Donc ça dépend de la teneur en cellulose. Il faut, pour qu'un ruminant fonctionne correctement, il faut une valeur de structure supérieure à 1. Donc ici, on a une valeur de structure supérieure à 3. On peut se permettre sans problème de rajouter soit des fourrages plus tendres ou des concentrés dans la ration. Alors les valeurs DMO et MOF. DMO, c'est pour la digestibilité de la matière organique.
Donc c'est ce que l'animal va assimiler. Donc tout ce qui ne se retrouvera pas dans les bouses. C'est déterminant pour les calculs d'EVM. Donc ici, on a une digestibilité de 702, donc ça correspond à 70%, ce qui est bon et qui explique en partie pourquoi la valeur OVEM est bonne aussi dans cette analyse. La matière organique fermente ici, donc c'est la part de l'aliment qui va fermenter dans le rumen. Alors on a ensuite le pH. Donc le pH du fourrage, il reflète l'état de conservation. Plus l'ensilage est humide, plus le pH doit être bas. Ici, on voit qu'on a un pH de 4,7. Donc, on avait une matière sèche de 40%. Donc si on regarde en dessous dans le tableau, qu'on se met à 40% et qu'on monte jusqu'à 4,7, on voit qu'on est dans la bonne qualité, dans la catégorie bonne qualité. Donc cela signifie qu'il y a une acidification suffisante du fourrage, et donc ce qui traduit une bonne conservation. Alors il y a d'autres critères qui permettent de vérifier si la conservation était bonne. On a le rapport azote ammoniacal sur azote total. Donc ça va nous donner une indication de la dégradation des protéines au cours de la conservation du fourrage. Vous avez un petit tableau ici pour interpréter ces valeurs. Il faudrait être en dessous de 10 pour considérer un fourrage bien conservé. Et au-dessus de 7 à 8, on peut avoir une indication de développement de la flore butyrique. Enfin, on a les cendres totales. Alors les cendres totales sont obtenues en additionnant les cendres solubles, qui correspondent aux minéraux, et les cendres insolubles, qui correspondent à la silice. Donc la silice, on va la retrouver dans la terre. Si on a une valeur supérieure à 110, donc 11%, on est quasi sûr d'avoir de la terre dans le fourrage. Donc c'est plutôt le cas d'une dernière coupe qu'on a récoltée en conditions humides, le fourrage était mouillé, la terre était collante. Donc là, on ramène de la terre dans le silo, ce qui n'est pas idéal. On a une baisse de la valeur énergétique et un risque de développement de bactéries butyriques qui pose problème pour la transformation fromagère. Et si on regarde toujours donc la valeur en cendre totale, en dessous de 40, on peut avoir une suspicion de carence minérale. Pour cela, il faut idéalement demander au labo les valeurs en minéraux pour pouvoir confirmer ou pas cette suspicion. Alors, voici je vais passer ici en revue 2 exemples d'analyse tout à fait opposés, et je vais vous montrer ce qui m'attire l'œil. Ici, on a d'abord, donc on est face à un foin, on voit qu'on est à 83,1% de matière sèche. Normalement, on devrait être au-dessus de 85, mais il suffit qu'il fasse un peu humide le jour de l'échantillonnage ou que l'échantillon reprenne de l'humidité pour descendre en dessous des 85. En VEM 616, donc ça c'est une valeur très faible. Et juste en dessous, on voit la cellulose brute, 38,7% ou 387 grammes par kilo de matière sèche. Alors, les deux sont liés, donc un fourrage très riche en cellulose brute va correspondre, on le voit sur le graphique à droite, à un stade avancé de maturité de la plante, et donc une lignification des tissus végétaux, des fibres, qui implique une faible digestion de la matière organique. D'ailleurs, on peut voir la DMO, elle est de 412, donc on a seulement 41% de digestibilité, ce qui explique donc ces VM qui sont très faibles. La valeur DVE, donc protéines digestibles dans l'intestin, est faible aussi, donc par le même mécanisme, hein, la maturité élevée de la plante. Et l'OEB est très négatif. Donc on a un déficit important en protéines dégradables. Donc ici, on est sur un foin récolté très tardivement, qui est peu digeste. On pourrait dire que c'est une bonne paille, quasi. Alors l'impact sur les animaux, c'est que le transit est fortement ralenti. Donc vu qu'il manque de protéines dégradables, on va avoir une mauvaise digestion des fibres et un ralentissement du transit. Le rumen va se vider plus lentement, l'ingestion va diminuer et la productivité des animaux va fortement diminuer.
et on va retrouver beaucoup de fibres indigérées dans les bouses. Alors ce genre de fourrage, ça pourrait convenir uniquement pour des animaux à très faible besoin. Donc imaginons les premiers jours du tarissement pour vraiment, stopper la production laitière, c'est un fourrage qui pourrait convenir. Alors en un coup d'œil aussi en dessous, on voit que le labo de Ciné propose des petits graphiques qui permettent très rapidement d'avoir une idée de la qualité du fourrage. On voit qu'à gauche, les protéines brutes totales sont faibles, à droite, les VEM sont faibles et la cellulose très élevée. Alors voici notre analyse de fourrage. On est sur un fourrage très humide, on a 21,3 de matière sèche, donc c'est un fourrage qui a à peine eu le temps de sécher. On a seulement 2 non, 0,2 de sucre, donc on peut se dire qu'il n'y avait pas d'ensoleillement lors de la récolte et un OEB extrêmement élevé, 112. Donc là, on a vraiment un fourrage très déséquilibré. Il y a peu d'énergie fermentescible, il y a beaucoup d'azote dégradable. La conséquence, c'est quoi? C'est des diarrhées. Donc vous voyez la photo ici. On constate aussi qu'il y a, un rapport, azote ammoniacal sur azote total, tout juste à la limite, mais un peu trop quand même. Donc la conservation n'est pas idéale et on voit qu'on a ramené de la terre dans le fourrage. Les cendres totales donc sont supérieures à 11 on est à 118. Donc typiquement ici, on est sur un fourrage, qui a été récolté en automne dans des conditions plutôt humides, où on a ramené un peu de terre. C'est un fourrage très tendre, la digestibilité est très élevée, donc on est à 87 de digestibilité. Avec le foin tout à l'heure, on était à 40. Donc c'est ça, en fait, c'est le genre de fourrage qui correspond à un concentré. L'impact sur les animaux, donc c'est un transit très élevé avec des diarrhées. Pour équilibrer ce genre de fourrage, il faut l'associer avec un fourrage sec avec un OEB négatif. Par exemple, le foin pauvre de tout à l'heure, de l'ensilage de maïs, des pulpes de betterave, des céréales ou de la paille. Alors tout ça, c'est bien d'analyser ce fourrage dans un laboratoire, mais il y a beaucoup d'imprécisions. Premièrement, quand on fait l'échantillonnage, on est rarement représentatif de l'ensemble des stocks présents sur la ferme. Deuxièmement, le laboratoire utilise des méthodes indirectes par infrarouge qui sont, pas toujours adaptées selon le type de fourrage. Par exemple, au niveau du métail, ça vaut pas grand-chose. Des mélanges, complexes, c'est compliqué. Une ration totale mélangée, c'est même impossible. Un métail même grain, ça donne des valeurs, qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc au final, le meilleur laboratoire, ça reste l'animal. Donc l'observation est primordiale. Par exemple, je vous ai mis ici, une petite illustration d'une vache qui rumine. Ça peut nous renseigner très facilement sur la teneur en cellulose brute de la ration, et en fibres physiques. Donc on peut se dire, si l'animal, rumine plus que 60 coups par, cycle de rumination, on est dans une ration qui est suffisamment fibreuse. En dessous, on peut se poser des questions. Donc l'objectif du test, c'est d'attendre que la vache déglutisse, donc on observe son œsophage, on attend que la vache déglutisse une boule de fourrage et alors on commence à compter le nombre de coups de mâchoire. Si elle avale avant 60 coups, on peut, se dire qu'il manque de fibres dans la ration. Alors aussi, on peut observer les bouses tout simplement, donc ici on est dans le cas d'une diarrhée où on peut suspecter un excès de protéines dégradables. Si on a des vaches laitières, on peut croiser cette information avec les résultats du comité du lait, qui nous indique le taux d'urée dans le lait. Donc si on a un taux d'urée dans le lait supérieur à 300 et que les vaches font de la diarrhée comme ça, on est quasi sûr d'avoir un excès d'azote, soluble dans la ration. Et enfin, ce qui est aussi intéressant à faire, c'est, de rincer des bouses dans un tamis. Donc ici, on voit à gauche, une ration très bien digérée, on retrouve très peu de fibres dans les bouses et à droite, énormément de fibres. Donc ces fibres, elles vont représenter un gaspillage, d'énergie, mais aussi d'azote sous forme endogène.